Bonsoir à tous mes auditeurs, écouteurs. Je vous propose ce soir une petite nouvelle de Noël. C'est la période qui le veut. Noël sur le Rhin de Luigi Pirandello. Et il y a une petite note de l'auteur en début qui précise Rome, fin 1914. Maman, cria Jenny en entrant exultante dans ma chambre et en battant des mains. Maman, à cause de toi, a donné son consentement. Je me tournai pour la regarder d'un air étonné, au coin du feu où j'étais depuis environ 1 heure, tout recroquevillé sur moi-même, par le froid, les mains et les pieds à la bonne chaleur de la cheminée. Et l'âme, oh l'âme, qui sait où elle s'en va de certains moments, comme si, sans vie, l'essence l'avait rendue étrangère, tandis que les yeux semblent regarder, et pourtant ne voient pas. Ouh, reprit vivement Jenny, comme frigorifiée par mon froid. Tu me fais l'effet d'un vieillard. Qu'est-ce que ce serait si la neige t'était vraiment tombée sur le crâne? Et ce disant, elle m'ébouriffait les cheveux. Je pris et retins longuement entre les miennes ces deux belles mains. Je te les réchauffe. Attends. À quoi maman a-t-elle donné son consentement? Bah, à fêter Noël, s'écria Jenny, retrouvant sa vivacité, celle avec laquelle elle était entrée dans la chambre, et dissimulant ainsi la confusion qu'elle éprouvait à se sentir serrer les mains entre les miennes. Nous achèterons un beau petit arbre laisse-moi dire comment. Comment? Lui demandai-je en souriant, lui tenant les deux mains toujours plus serrées. Mais elle en dégagea une et dit vivement: Oh, comme ça. Ah, très bien, ce sera joli. Ce que tu es méchant, alors. On ne plaisante pas, tu sais, sur de certains sujets. Laisse-moi cette autre main. À quoi pensais-tu? Je fermai les yeux et haussai les épaules, poussant un long soupir. Le vent sifflait dans le conduit brûlant de la cheminée, ou à ce moi qui entendais vraiment loin, très loin le son cadencé, lent et nasal d'une musette. Ce son venait-il des paroles trempées de larmes que j'avais en moi et qui, certainement, à cause du nœud qui me serrait la gorge, avant de trouver le chemin des lèvres, trouverait celui des yeux? Était-elle gonflée, cette lointaine musette, des profonds soupirs de mon intense mélancolie? Et ce feu, devant moi, n'était-il pas la flambée de gerbes d'avoine, chère à notre communauté devant un rustique petit hôtel, sur une place de ma très lointaine ville natale, pendant les dures soirées de la pieuse neuvaine? Le triangle, teinté, la musette loin, très loin, jouait-elle vraiment? De même que parfois, voire souvent, nous en arrivons dans notre société à avoir honte de la dignité de notre âme. De même, une certaine pudeur, fausse pudeur, nous interdit de révéler, fût-ce à une personne choisie et notre intime, certains sentiments qui, nous paraissant trop esquis et presque puérils par leur délicate innocence, pourraient être, nous en avons le soupçon, tournés en dérision ou, dans la meilleure hypothèse, non appréciés à leur juste valeur, étant nés en nous d'états psychologiques très particuliers. C'est pourquoi je ne révélais pas à Jenny ce qui occupait ma pensée. Oh, ce vent m'oppresse, dis-je au contraire. Je ne peux plus l'entendre. Comme ça, la journée entière, à se lamenter dans ma chambre par le conduit de la cheminée. Ensuite, le soir, tu comprends, dans le silence, la solitude. Cela devient proprement intolérable. J'ai compris, fit alors Jenny en prenant un siège. Me voici près de toi, vilain grognon. Vite, vite, une autre bûche pour moi dans la cheminée. Attends, je la prends moi-même. Tu es tout emmitouflé. Voilà qui est fait. Donc, maman a donné son consentement, tu as compris. Et c'est à cause de toi qu'elle l'a donné. Il y a 2 ans, je te l'ai dit qu'on ne fête plus Noël chez nous. Cette année, nous voulons en être dédommagés. Ce que les petites vont être contentes, tu te figures?
Les 3 fillettes auxquelles Jenny faisait allusion étaient ses sœurs utérines. Si Noël n'était plus fêté depuis 2 ans chez les L, c'était en signe de deuil, après la mort violente du second mari de madame Malvina, la mère de Jenny. Ayant mené une vie des plus désordonnées, monsieur Fritz L s'était tué d'une balle de revolver dans la tempe à Neuwied, sur la rive droite du Rhin. Jenny m'avait raconté plusieurs fois les cruels détails de ce suicide, suivi d'une série d'horribles scènes de famille, et m'avait décrit avec tant de vérité la personne et les manières de son beau-père qu'il me semblait presque l'avoir connu. J'avais lu sa dernière lettre à sa femme, écrite à Neuwied, où il s'était rendu pour accomplir son effroyable projet, et je ne me souvenais pas avoir jamais lu de plus belles et de plus sincères paroles d'adieu et de repentir. Neuwied a la réputation d'être le lieu d'où l'on jouit mieux que de partout ailleurs dans la région rhénane du lever de soleil. « J'ai tout vu et tout éprouvé, » écrivait le mari à sa femme, « sauf une seule chose. En 40 ans de vie, je n'ai jamais assisté à la naissance du jour. De la rive, j'assisterai demain à ce spectacle qu'une nuit très sereine me promet d'un charme extraordinaire. Je verrai naître le soleil, et sous le baiser de son premier rayon, je mettrai un terme à ma vie. Demain, nous achèterons l'arbre, continua Jenny. Le caisson existe, il est en haut, dans la mansarde, et il doit y avoir dedans les petites ampoules de couleur, les guirlandes multicolores, comme il les a laissées la dernière fois. Car tu sais, l'arbre, c'était lui qui le décorait en secret, chaque veille de Noël, dans la salle du bas, à côté de la salle à manger. Et comme il savait bien y faire pour ses petites filles, il devenait bon une seule fois dans l'année, les soirs comme celui-ci. Troublée par les souvenirs, Jenny voulut cacher son visage en appuyant son front contre la coudoir de mon fauteuil, et certainement qu'en silence, elle priait. « Chère Jenny, » dis-je attendri, en posant une main sur sa tête blonde. Quand elle eut cessé de prier, elle avait les yeux pleins de larmes, et se rasseyant près de moi, elle me dit « Nous devenons tous bons avec l'approche de la Sainte Nuit, et nous pardonnons. Moi aussi, je deviens bonne, bien que je me déclare toujours incapable de lui pardonner l'état auquel il nous a réduits. N'en parlons plus. Donc demain, écoute, j'irai d'abord chez Frau R, ici, tout près, prendre du sable de son jardin, plein mon tablier. Nous en remplirons le caisson et y planterons le sapin qu'on nous apportera demain matin tôt, avant le lever des petites. Elles ne doivent s'apercevoir de rien. Puis nous sortirons ensemble acheter les bonbons et les cadeaux à suspendre aux branches, les pommes et les noix. Les fleurs Frau R nous en donnera de sa serre. Tu verras comme notre arbre sera beau. Tu es content? Je hochai plusieurs fois la tête en signe d'acquiescement, et Jenny sauta sur ses pieds. Laisse-moi m'en aller maintenant. À demain. Sinon, ton voisin va penser de vilaines choses sur mon compte. Il est là, tu sais, dans sa chambre, et il aura certainement entendu que je suis entré chez toi. Sera-t-il aussi de la fête? Demandai-je contrarié. Oh non, il ira faire la noce, tu verras, avec ses dignes acolytes. Au revoir, à demain. Jenny s'enfuit sur la pointe des pieds, refermant tout doucement la porte, et je retombai au pouvoir de mes tristes pensées, jusqu'à ce que les intolérables lamentations du vent me chassent du coin du feu. Je m'approchai de la fenêtre et, essuyant du doigt la vitre embuée, je me mis à regarder dehors. Il neigeait encore un tourbillon. Ce regard jeté dehors, à travers la trace brillante au milieu de la buée, me remit soudain en mémoire un souvenir de mes premières années. Lorsque petit garçon crédule, la veille de Noël, non comblé par le spectacle de la grande crèche illuminée dans la chambre,
Je regardais dehors, de la même façon, épiant si dans le ciel, plein de mystères apparaissait vraiment l'étoile messagère contée par la légende. Nous achetâmes le lendemain l'arbre sacré à la fête et montâmes dans la mansarde voir quel ornement restait là-haut pouvait encore servir avant de sortir en acheter d'autres. Le vieux petit sapin de 3 ans en arrière était dans un coin sombre, tout desséché, comme un squelette. « Voilà, dit Jenny, c'est le dernier arbre qu'il ait décoré. Laissons-le là, où il l'a laissé, en sorte qu'il n'aura pas tout à fait le sort du petit sapin de Hans Christian Andersen, qui a fini coupé en petits morceaux sous un chaudron. Voici le caisson, tu vois, il est plein. Espérons que l'humidité n'a pas ôté couleur et brillant aux boules de verre, aux ampoules. » Tout était en bon état. Plus tard, nous sortîmes, Jenny et moi, pour acheter jouets et bonbons. Je me demande, allais-je pensant, jusqu'à quel point le froid intense, le brouillard, la neige, le vent, la désolation de la nature contribuent dans ces pays-ci à rendre la fête de Noël plus recueillie et plus profonde, plus suavement mélancolique, poétique et religieuse que chez nous. Le soir, à peine les fillettes étaient-elles au lit, qu'ayant débarrassé la pièce à côté de la salle à manger, nous fîmes descendre, Jenny et moi, le caisson par la domestique. Nous le plaçâmes dans un angle et nous le remplîmes de sable autour du tronc de l'arbre. Nous en eûmes jusque tard dans la nuit à préparer le sapin qui avait l'air fort satisfait de tous ses ornements et qui s'offrait avec reconnaissance à notre tendre soin, allongeant ses branches pour soutenir les colliers de papier doré et argenté, les guirlandes, les boules, les ampoules, les petites corbeilles de bonbons, les jouets, les noix. Non, pas les noix, pensait peut-être le petit sapin. Ces noix ne m'appartiennent pas, ce sont les fruits d'un autre arbre. Innocent petit sapin, ne sais-tu pas qu'il s'agit là de notre art le plus répandu, nous rendre plus beaux avec ce qui ne nous appartient pas et que nous n'avons trop souvent pas scrupule à nous approprier le fruit des sueurs d'autrui. « Attends, l'étoile !» s'écria Jenny quand l'arbre fut tout près. « Nous avions oublié l'étoile !» Je fixai au sommet de l'arbre en m'aidant de l'escabeau une étoile de carton doré. Nous restâmes longtemps en admiration devant notre œuvre. Puis nous donnâmes un tour de clé à la porte pour que personne ne voie l'arbre paré avant le lendemain soir, et nous allâmes nous coucher en nous promettant pour le lendemain, en récompense du froid subi, de la veille et de nos peines, les louanges de la mère et la joie des enfants. Au lieu de cela, oh non, non, pour Jenny, qui avait tant travaillé, pour ces 2 pauvres petites filles, cette bonne Madame Alvina n'aurait pas dû se mettre à pleurer, comme elle le fit, le lendemain soir à la vue du splendide arbre illuminé sur son tapis de fleurs. Tout s'était si bien passé jusqu'au dernier service, le réveillon de la veille de Noël, avec sa tarte aux prunes et l'oie farcie au marron. Puis les fillettes s'étaient mises derrière la porte de la chambre où se dressait l'arbre, et leurs mignonnes mains glacées jointes en un geste de prière, elles avaient entonné le chœur très doux et mélancolique. Je n'oublierai jamais cet arbre de Noël que j'avais décoré pour les autres plus que pour moi, et cette fête se terminant dans les larmes, et jamais, jamais ne s'effacera de ma vue le groupe de ces 3 petites orphelines accrochées à la robe de leur mère et implorant « Papa, papa », tandis que l'arbre sacré, chargé de jouets, illuminé d'une clarté mystérieuse, cette chambre semée de fleurs,